Dans ce cadre, nous avons la tradition d'accueillir un orateur de qualité. Et pour vous dire, au fil des années, nous avons eu le président du Comité national d'éthique, des champions de sport handicap qui venaient témoigner de la difficulté de cet exercice, un certain nombre de spécialistes, des philosophes, des juristes, etc., ce que nous appelons des grands témoins. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence inaugurale, c'est la 21e du nom, nous accueillons Guillaume Bourdieu, qui est un grand témoin. Il a publié un livre sur le sujet et nous allons lui donner la parole, une quinzaine de minutes à peu près. Il a la possibilité de faire un peu plus court, un peu plus long, mais disons 15 minutes. La parole sera ensuite confiée à Lorraine Griotier, qui est avocate, qui connaît bien les questions de handicap, de sexualité dans les institutions, bref, de toutes ces questions connexes qui sont très difficiles à traiter, y compris sur le plan juridique. Et enfin, Élodie Camier-Lemoine, qui est philosophe, qui est docteur en philosophie, et qui viendra clore, ou plus exactement ouvrir la discussion par peut-être de nouvelles questions. L'objectif est donc de recueillir un témoignage, de le placer dans un cadre juridique et de l'ouvrir ensuite à des questionnements philosophiques. Le tout devrait nous conduire à 18h45. Il nous restera donc 45 minutes pour échanger de deux façons. Vous choisirez ce qui vous convient le mieux et je salue tous les participants. Soit en posant une question écrite, en utilisant le chat, soit en posant une question orale, en levant la main et les droits seront ouverts. Alors, je dis que pour faciliter à la fois la bande passante, ne pas avoir de problème de déconnexion et surtout permettre aux orateurs de bien s'exprimer, nous avons fait le choix de couper toutes les caméras et tous les micros. Donc ne vous inquiétez pas, caméras et micros sont coupés, à l'exception de ceux des orateurs que vous voyez. Vous verrez peut-être de temps en temps Monsieur Éric Laporte, que je salue. Il est de Clermont-Ferrand et c'est lui qui pilote les aspects techniques et logistiques. Donc les présentations étant faites rapidement, je laisserai chaque orateur compléter ou se présenter lui-même. Et surtout, je modérerai la deuxième partie du débat, qui est celle des questions selon les modalités que je viens d'indiquer rapidement et que je rappellerai tout à l'heure. Monsieur Guillaume Bourdieu, vous avez tout loisir pour vous présenter, nous présenter le témoignage qui est le vôtre, parler de votre ouvrage. Pour quelles raisons est-ce une question Comment se fait-il qu'il faille écrire pour pouvoir être entendu? Vous voyez, toutes ces questions dont je pense que vous avez l'essentiel des réponses. Du coup, merci de m'inviter, je suis heureux d'être parmi vous. Donc du coup, j'ai écrit un livre, Guillaume au pays d'Alice. Et donc du coup, c'est un plaidoyer pour l'assistance sexuelle ou l'accompagnement sexuel au niveau français, parce qu'en France, c'est interdit. Donc moi, déjà, je vais me présenter. Je suis en situation de handicap depuis la naissance. Je suis IMC, j'ai une triparésie spastique, donc du coup, trois parties du corps qui sont touchées. Et donc, du coup, je boite, par exemple, et je suis paralysé du bras gauche et de la main. Et donc, du coup, mais pour autant, j'ai eu une enfance, une adolescence, le collège, le lycée, tout à fait normalement, enfin, avec des gens de mon âge. Et en fait, du coup, je suis arrivé à 22 ans et du coup, j'avais pas découvert la sexualité. J'avais passé plus de 2 ans en clinique psychiatrique parce que j'avais un peu dégoupillé par rapport à mon handicap les années d'avant, parce que je pense que j'arrivais pas à l'accepter. Et donc, du coup, vu que j'avais ce manque de la sexualité et de tendresse, puis je voulais peut-être devenir un homme aussi, je pense. Donc, du coup, j'ai fait appel à Alice, une escort girl. Donc, du coup, parce que du coup, je voulais avec elle découvrir certaines choses, comme je vous disais. Et donc, du coup, du coup, avec elle, bah, j'ai appris à faire. Du coup, j'ai fait l'amour avec elle les fois où on s'est vu, mais elle m'a aussi permis de pouvoir parler librement de sexualité, parce qu'avec les autres,
j'avais pas la possibilité. Aussi par rapport à mon corps, elle m'a beaucoup aidé par rapport à mon corps. On a beaucoup, parce que moi et mon corps, c'était un peu compliqué. Donc du coup, on a fait un réel travail sur ça, je dirais. Et donc, et globalement, elle m'a vraiment permis d'aller mieux. Parce que par exemple, euh, avant de la rencontrer, je faisais 75, 76 kilos. Et maintenant, j'en fais 60. J'ai un projet sportif en cours, par exemple. Donc, pour vous donner un peu de bienfait physique, par exemple. Et après, il y a tout ce qui est psychologique, parce que ça, même par exemple, ma maman qui est pas pour qui était un peu qui a mal pris ma démarche d'aller voir Alice. Du coup, elle aujourd'hui, elle dit que euh, malgré tout, c'est indéniable qu'elle m'a fait du bien. Voilà. Euh, du coup, globalement, si j'ai écrit ce bouquin, c'est parce qu'en France, du coup, comme je vous disais, c'est très tabou. Parce que du coup, en France, du coup, c'est illégal l'assistance sexuelle comparé à d'autres pays comme la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas où c'est carrément remboursé. Mais ça, c'est un peu voilà. Et en France, c'est interdit et plus globalement, c'est tabou. Et moi, par exemple, quand ma famille l'a appris, ça a été compliqué, logiquement, hein, parce que je les comprends. Parce que c'est sûr qu'apprendre son fils ou son frère fait appel à une escorte ou une prostituée, c'est pas évident. Et donc, du coup, pour moi, c'était important de lever ce tabou. Et par exemple, je peux vous dire qu'en écrivant ce livre, ben, j'ai reçu beaucoup de messages, de mails pour me remercier d'avoir fait ce témoignage de la part de personnes handicapées, mais aussi de la part de mamans, d'enfants handicapés. Euh, Parce que du coup, je pense que c'est un phénomène qu'il ne faut pas négliger dans la sexualité des personnes handicapées de faire cette démarche. Voilà. Après, du coup, après aussi, je peux vous parler du profil d'Alice parce que du coup, c'est sûr que dans l'assistance sexuelle, il y a un problème, il y a notamment au niveau éthique, notamment au niveau du conseil consultatif national d'éthique, il y a le problème du travail du sexe qui vient rejaillir dessus. Et donc, du coup, par exemple, Alice, il faut savoir que elle avait un mari et elle avait un travail à côté autre que escorte. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est important de le dire. Après, du coup, en France, il y a deux associations qui travaillent pour la légalisation de l'accompagnement sexuel, pour que ça devienne légal. C'est La Passe et Chose, c'est deux assos françaises. Et en fait, ce qui est marrant à vous indiquer, c'est que du coup, en France, c'est interdit, mais pour autant, les deux associations peuvent diplômer à travers la Suisse des personnes. Et donc, du coup, depuis 2017-2018, il y a plus de 100 assistantes, assistants sexuels qui ont été diplômés en France. Mais en parallèle de ça, ce qu'ils font, c'est interdit. Donc, en gros, mais pour autant, ils ont des diplômes. Voilà. Donc, du coup, il y a des critères d'accessibilité au diplôme, comme avoir plus de 18 ans, avoir un autre travail, avoir une vie intime, autre que ça. Voilà. Euh, et après, du coup, il faut savoir que sur les 100, il n'y en a qu'une soixantaine qui sont en activité. Et globalement, les profils des assistantes sont quand même plutôt âgés. C'est un peu. Mais après, vu que c'est interdit, c'est pas non plus étonnant parce que du coup, on en a pas. Je pense que peut-être que je vais vous apprendre qu'il y avait un diplôme, peut-être. Voilà, par exemple, voilà, enfin, voilà. Voilà. Et après, donc, du coup, après, on en reviendra peut-être en question, mais forcément, il y a des. Il y a des. Parce que moi, par exemple, pour mon livre, j'ai discuté avec pas mal d'associations, y compris de personnes handicapées, qui sont contre l'accompagnement sexuel, comme Femmes pour le dire, Femmes pour agir, un collectif de femmes. Et du coup, elles disent. Par exemple, elles disent que mettre cela en place, ça serait
ça serait encore une façon de plus de ghettoiser les personnes handicapées, où ils disent que, en fait, que la sexualité, c'est pas un rendez-vous médical, donc on peut pas mettre ça dans cette case-là. Et voilà. Et, euh, et pareil, par exemple, pour la CRI aussi, le collectif pour l'émancipation des personnes handicapées, c'est pareil, ça va un peu dans ce sens-là. Et après, par exemple, aussi, il y a aussi la question où s'arrête le handicap. C'est vrai que ça reste. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs types de handicap. Voilà. Mais moi, globalement, par exemple, moi, je me dis que si c'était mis en place, il faudrait qu'il y ait un rendez-vous un rendez-vous avec un médecin au préalable pour voir si la personne est bien dans la démarche, et bien, voilà. Voilà. Donc, du coup, euh, voilà, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais au niveau du Conseil national d'éthique, du coup, il avait été consulté en 2011 et donc du coup, il avait répondu en 2012 que ce n'était pas son rôle à lui euh, de mettre en place cette démarche, cette mesure, parce que le rôle d'assistant était compliqué, parce que ça touchait au travail du sexe. Voilà. Mais après, il faut savoir que Mme Cluzel, la secrétaire d'État, a, du coup, en février 2020, a redemandé au Conseil consultatif. Et donc, du coup, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc, du coup, on devrait avoir une autre réponse. Moi, d'après moi, le conseil, le profil des personnes ne va pas changer, donc je vois pas pourquoi la réponse changerait, mais on pourrait être surpris de. Parce que c'est vrai qu'on en parle plus, c'est de moins en moins tabou, donc. Et voilà, je pense que. Voilà. Euh, ensuite. Non, et globalement, donc du coup, moi, je voulais. Moi, si j'étais cette démarche d'écrire un livre, c'est vraiment que ça m'a fait, c'est que ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a changé pour plein de choses et du coup, et même si j'ai pas encore trouvé de petite copine, bah, je suis vraiment en progrès. Et voilà. Et vraiment, je pense que ça a été une étape importante de ma vie d'avoir rencontré Alice. Et voilà. Donc c'est pour ça que moi, je veux qu'on aille dans ce sens-là. Parce que, voilà, même si par exemple, après, il y a la question de l'attachement. C'est vrai que c'est pas évident selon les personnes handicapées. Et moi, c'est vrai que j'ai réussi à la gérer sans trop de problèmes. Mais c'est vrai que non, après, par exemple, il y avait un reportage sur Arte il y a pas longtemps, Because My Body. C'est sur, ils ont suivi une jeune italienne du début à la fin de son accompagnement. Et c'est vrai qu'à la fin, elle était avec son assistant, elle était vraiment, elle a vraiment eu du mal à gérer l'attachement. Enfin, elle était vraiment triste, elle était, et même si moi, quand Alice, on s'est quitté, c'était aussi pas facile. Hein. C'était pas, forcément, ça m'a fait quelque chose. Mais donc, du coup, c'est vrai que l'attachement, c'est un point très important et il faut faire très attention. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut. Normalement, on a tendance à réduire dans le temps les rencontres. Euh, Par exemple, aux États-Unis, c'est une à six rencontres. Ouais, je trouve que c'est un bon. Voilà. Moi, j'ai fait plus longtemps, par exemple, mais je pense que six rencontres en tout, c'est pas mal pour l'attachement, par exemple. Voilà. Donc voilà. Mais donc du coup, je pense que malgré tout, on va dans le bon sens, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment à cause du travail du sexe. Non, à cause, ça serait un peu provocateur. Parce que enfin, c'est vrai qu'il y a il y a une barrière entre, un peu étroite entre le travail du sexe et l'accompagnement sexuel. Mais du coup, moi, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table pour en discuter, parce que voilà, il y a des différences flagrantes. Donc voilà. Voilà, du coup, ensuite, du coup, c'est moins ma spécialité, mais on peut aussi parler d'institutions, si vous voulez. Et donc, du coup, je pense que du coup, là-bas, c'est aussi très tabou, mais d'après mes échanges, et aussi parce que du coup, depuis la charte de 2013, sur la charte de la vie sexuelle et affective de 2013, et donc du coup, par exemple, ça autorise tout ce qui est tout ce qui est relations affectives, relations sexuelles, masturbation, pornographie, dans le sein d'une institution.
Donc, c'était pas forcément le cas avant, donc du coup, c'est quand même une bonne avancée, je pense. Mais voilà. Mais après, je pense, après de mes retours avec notamment les éducateurs spécialisés, ce qu'ils me disent, c'est que vu que maintenant le temps avance, donc du coup, les éducateurs sont de plus en plus jeunes, donc ça les dérange un peu moins de faire tout. Du coup, parce que du coup, il y a un gros travail de prévention sur tout ce qui est c'est quoi l'acte sexuel, c'est quoi la contraception, c'est quoi, en fait toutes les questions, parce que pour les personnes c'est un peu moins évident que peut-être pour nous, et donc voilà, et donc moi d'après moi, et donc, du coup, l'accompagnement sexuel, ça pourrait en faire partie. C'est que si on a dans l'accompagnement sexuel, dans les autres pays, il y a aussi l'aspect assistante sexuelle en institution. Et donc, en gros, par exemple, en Suisse ou en Allemagne, elles sont formées pour venir faire des formations aux personnes autistes autistes, par exemple. Ou bien sinon aussi, parce que par exemple, moi on m'a donné un exemple, c'est vrai que c'est pas. Par exemple, deux personnes qui se rencontrent en institution, donc elles sont amoureuses, mais en fait, imaginons, elles n'arrivent pas à comprendre comment faire l'amour. Du coup, une assistante sexuelle pourrait venir les aider à. Ça c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, du coup, je pense que. Mais en gros, elle pourrait venir les aider pour leur faire comprendre. Voilà. Et donc voilà. Et après, il y a un gros travail sur le consentement aussi en institution. Parce que notamment pour les jeunes, enfin, du coup, j'avais une copine qui bossait avec les jeunes filles. Et c'est vrai qu'elles ont du mal des fois à faire la différence. Et entre un cas, par exemple, son amoureux qui lui dit tu peux m'acheter ça et tu peux par exemple, on va avoir un rapport sexuel. Pour elle, ça pourrait être un peu pareil en termes de manque. Elle ne voit pas forcément la différence. Voilà. Voilà. Et voilà. Après, voilà, moi j'ai quand même moins d'expérience sur les institutions, donc je pense qu'il y en a d'autres qui pourront mieux répondre que moi. Voilà. Et ensuite, par rapport à l'EHPAD, un peu pour les personnes âgées, on pourrait que je finisse un peu sur ça. Donc du coup, moi j'ai moi-même un diplôme d'animateur en EHPAD. Donc moi sur ma jeune carrière, parce que du coup, enfin j'ai ouais, 2 ans d'expérience et 1 an de diplôme. Enfin, donc du coup, moi je dirais que c'est vraiment très tabou, mais pour autant il y a la sexualité est présente chez les personnes âgées, que ce soit. Du coup, j'ai déjà surpris des hommes en train de regarder du porno, où il y a des couples qui se forment, et il y a des couples même qui arrivent ensemble. Donc, ça, c'est. Voilà. Mais voilà. Et après, j'en ai discuté cet après-midi. Après, dans les unités protégées, c'est plus compliqué. Et ceux qui ont des troubles cognitifs. Et c'est vrai que bah, la personne avec qui je discutais cet après-midi me disait que le viol était quand même. Parfois, le viol était. Chez personnes souffrant de troubles cognitifs, ça arrivait et que. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, vu que c'est très tabou, bah, on fait pas grand-chose non plus. Donc, voilà. Voilà. Euh, voilà, j'ai fait au mieux. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup, Guillaume. Vous avez plus que fait au mieux, puisque finalement, vous nous avez, à la fois par la finesse de votre témoignage, je dirais la spontanéité, les attentes que vous nous avez rapportées, et puis aussi le regard de la société que vous avez abordé par différents aspects, notamment celui des éducateurs plus jeunes, dont vous disiez que le regard avait changé. On pourrait se demander si c'est une question de génération, mais en réalité, en terminant sur les personnes âgées, vous nous montrez que c'est pas une question de génération, c'est plutôt une question de regard de l'extérieur sur la situation vécue par Oui, parce certains en Suisse, concitoyens. ils sont très en avance. On pourrait aussi parler du cas suisse, mais sur les personnes âgées, ils sont aussi très en avance. Après, ils sont en avance surtout en Suisse, mais parce que du coup, en Suisse, il y a des accompagnantes sexuelles qui viennent
carrément il y a des salles dédiées à ça. Dans les EHPAD, voilà. Et alors, on va rappeler après qu'il y a un cadre juridique, on va donner la parole à notre jeune juriste, mais une question qui est très intéressante, vous avez abordé à un moment la question de la classification du handicap, c'est-à-dire à partir de quand pouvait-on être considéré handicapé, à partir de quand pouvait-on considérer, tout en étant handicapé, devoir avoir besoin d'une assistance ou d'une aide. Et finalement, ça me rappelle la médecine du sport où il y a des classifications extrêmement précises pour savoir si on concourt dans l'une ou l'autre catégorie, jusqu'à 5 catégories différentes. Donc, vous venez d'ouvrir une porte qui, à mon avis, est un peu compliquée. On ne répondra pas à tout ce soir. La parole est à Madame Lorraine Griotier, qui est une élève avocate. Elle est en fin d'études. Elle prête serment dans quelques mois, c'est ça? C'est ça. Non. En décembre. En décembre, donc c'est vraiment dans quelques mois. Dans 3 mois, Lorraine Griotier sera avocat. Elle est pour le moment élève avocat, mais elle sait déjà tout. Elle a beaucoup travaillé ces questions d'un point de vue théorique et peut-être aussi pédagogique, puisque Voilà. j'ai compris que vous aviez déjà fait un cours à d'autres étudiants. Donc, nous vous attendons en capacité de poser un cadre. Du coup, bonjour à tous. Comme j'ai été présentée, je suis élève avocate et je prêterai serment du coup en décembre 2021. Moi, il faut savoir que je travaille dans le domaine du droit du dommage corporel. Donc, le droit du dommage corporel, c'est tout ce qui est responsabilité. Donc, traditionnellement, on découpe en fait ce qui est handicap de naissance, donc génétique, les personnes qui sont handicapées de naissance, comme Guillaume vient d'en témoigner, et le handicap accidentel, c'est-à-dire qu'au cours de votre vie, par exemple, être confronté à un accident de la circulation et derrière être handicapé. Donc, moi, je travaille sur du handicap qui est accidentel et en fait, je suis dans la réparation des préjudices. C'est-à-dire que je cherche la meilleure indemnisation possible pour la personne qui aujourd'hui est en situation de handicap et je demande ensuite aux responsables de payer l'ensemble des préjudices que j'évalue. Donc, ce qu'on va rechercher en tant que juriste du dommage corporel, c'est la réparation la plus juste et la plus intégrale. Pour ce faire, en fait, on a une liste, donc une nomenclature qui est en fait facilement une liste de préjudices. Donc, par exemple, si avant votre accident, vous aviez une activité sportive, du basket ou autre, et qu'après l'accident, vous ne pouvez plus réaliser ce type d'activité, on appelle ça un préjudice d'agrément. Et dans cette liste de préjudices, qui est la nomenclature d'un TILAC, donc qui est un cadre juridique, on retrouve le préjudice sexuel. Donc, c'est cette question qui m'a intéressée en fait dans un mémoire de fin d'études, et c'est pour ça que j'ai continué à m'intéresser à cette question-là. Et donc, le préjudice sexuel, c'est 3 composantes. C'est une composante physiologique, c'est pour une personne handicapée à la suite d'un accident, c'est une personne qui se retrouverait en état de difficulté d'avoir des relations sexuelles avec un blocage, par exemple, physiologique. Mais il y a aussi du physique, c'est l'atteinte aux organes. Et en dernier, on a une impossibilité de procréer. Donc ça, ce sont les 3 composantes du préjudice sexuel. Je me suis intéressée à ce préjudice particulièrement dans mon mémoire. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai donné un cours au sein du DU sur ces questions d'accompagnement sexuel et de préjudice sexuel. Donc aujourd'hui, quel est le constat un peu pour les juristes de dommages corporels et particulièrement les avocats en dommages corporels, c'est que l'indemnisation du préjudice sexuel, elle est très complexe. Pourquoi? Parce que souvent, parler de sexuel dans les tribunaux, ça prête à sourire, c'est tabou, c'est difficile, c'est compliqué. C'est aussi le terrain privilégié des stéréotypes. On a tendance à penser que chacun va avoir peut-être la même vie intime alors qu'elle est vraiment personnelle, c'est intuitif personnel, donc c'est vraiment chaque personne dans son intimité est différente. Donc très difficile d'avoir la même indemnisation pour tout le monde. Et ensuite, c'est difficile souvent en expertise pour les victimes d'en parler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on constate qu'on a une mauvaise indemnisation du préjudice sexuel. Donc ça, c'était pour vous expliquer en fait mon cheminement, pourquoi je suis arrivée à m'intéresser aux questions, à ces questions-là. Et pour revenir du coup à notre sujet handicap et sexualité, le sujet d'aujourd'hui, en tant que juriste, nous, on réfléchit par rapport aux droits personnels, donc aux droits et libertés fondamentaux en France. Donc les droits et libertés fondamentaux, ce sont des droits qui ont été consacrés pendant la Révolution française. Donc on connaît tous un peu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais c'est des droits qui sont aussi protégés au niveau de la Constitution. Et aujourd'hui, les juristes sont majoritairement d'accord pour dire, au sein de ces droits et libertés fondamentaux, on retrouve la liberté sexuelle. Donc pourtant, la liberté sexuelle n'est citée par aucun texte juridique, donc on ne la retrouve pas écrite stricto sensu dans les textes.
Mais ce n'est pas parce qu'une liberté n'est pas forcément écrite qu'elle n'est pas consacrée juridiquement. D'ailleurs, on a retrouvé ces dernières années un peu un avènement de la liberté sexuelle depuis et cet avènement est surtout fait par en fait la consécration du droit à la contraception. Donc en 67, on a l'autorisation de la contraception pour les femmes. En 1973, on retrouve une loi avec l'éducation sexuelle en cours. Et enfin, la fameuse loi Veil en 1975. Donc c'est la loi qui autorise l'avortement pour les femmes. Donc la liberté sexuelle aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut la définir? Donc nous, en tant que juristes, on définit ça de manière positive comme un droit à la contraception qui a permis en fait de scinder ce qu'on appelle le droit récréatif du droit procréatif. Et ensuite, on a une définition négative, bien sûr, c'est on peut faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Par là, j'entends, du coup, bien entendu, dans les relations sexuelles, le consentement de l'autre et la protection des mineurs. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à la liberté sexuelle aujourd'hui, à cette liberté fondamentale? Parce que l'État, en fait, assure la santé de ses citoyens et il assure un certain nombre de droits fondamentaux. Donc la question est, doit-il assurer cette liberté fondamentale particulièrement? À cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société moderne, nous, on cherche à construire une société qui est inclusive, donc qui garantirait à l'ensemble des personnes en situation de handicap une accessibilité universelle, c'est-à-dire, outre l'accessibilité à l'éducation, à l'emploi, à un logement, un accès aussi à une vie intime, comme d'autres citoyens français. Mais pourtant, les juristes sont assez unanimes pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'obligation de l'État d'assurer en fait cette liberté fondamentale qui est la liberté sexuelle pour tous les membres de la société. Et ça, bon, c'est un peu technique juridique, mais je trouve que c'est très intéressant. C'est un juriste, le doyen Carbonnier, donc qui est un professeur de droit, qui nous expliquait ça en nous disant à tout droit, il n'existe pas forcément une obligation pour l'État d'assurer que ce droit soit mis en place, puisque sinon on a ce qu'on appelle un émiettement des droits subjectifs. C'est-à-dire qu'on a tellement de droits fondamentaux en France, hein, la dignité, le droit à l'expression, etc., que si l'État devait tous les assurer, entre guillemets, il ne s'en sortirait pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reconnaît la liberté sexuelle, mais on ne reconnaît pas toutefois une obligation positive pour l'État de mettre en place cette liberté sexuelle pour tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, cette liberté fondamentale, elle n'est pas accessible à tous. Et selon notamment le degré de handicap d'une personne en situation de handicap, cela n'est pas envisageable pour elle. Pourtant, c'est un choix différent qui a été fait dans d'autres États, comme l'a expliqué Guillaume tout à l'heure. On a les Pays-Bas et la Suisse romande, par exemple, qui ont fait le choix de l'accompagnant sexuel. Et ce, depuis 1980 quand même. Donc c'est déjà depuis plusieurs années. La France est un peu en retard sur cette question. Donc l'accompagnant sexuel, qu'est-ce que c'est? C'est un professionnel qui avait à être formé dans l'accompagnement affectif d'une personne en situation de handicap. En France aujourd'hui, quel est le cadre légal d'une personne en situation de handicap qui souhaiterait recourir à ça? Eh bien, généralement, il y a un recours à la prostitution, comme nous expliquait Guillaume. Malheureusement, le risque aujourd'hui en France, c'est que la prostitution n'est pas illégale, mais le fait de recourir à la prostitution l'est. Donc, on risque une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 €. Mais ce qui est encore plus grave sur un plan pénal, c'est si un tiers met en relation. C'est-à-dire que parfois, certaines personnes en situation de handicap ne peuvent pas se déplacer et vont être amenées, par exemple, par une institution, un institut médical qui les amènerait, ou bien un tiers, on pense un parent ou une association. Et là, quand on a une mise en relation, on a ce qu'on appelle du proxénétisme sur le plan juridique. Et ça, c'est 7 ans d'emprisonnement maximum et jusqu'à 150 000 € d'amende. Donc là, on est sur un délit, c'est une infraction qui est beaucoup plus grave. Bon, après, il faut quand même mettre ça en relation avec la réalité judiciaire. Et moi, je n'ai pas connaissance de personnes en situation de handicap qui ont été condamnées pour ces faits. Mais après, je ne connais pas toutes les décisions judiciaires qui sont rendues chaque jour en France. Donc, mais il faut quand même relativiser. Donc, quelle est la conséquence pour les personnes en situation de handicap? Que j'imagine l'abstinence ou bien se mettre en dehors du cadre juridique. Pourtant, c'est dommage parce que comme nous le rappellent les principes éthiques et comme nous le rappellera, je pense, Élodie, on a quand même l'autonomie qui est censée être au centre de nos questionnements éthiques. Et c'est vrai que l'accompagnant sexuel serait un vecteur, à mon sens, c'est personnel, mais de confiance en soi et de dignité humaine, qui est par contre, la dignité humaine, un droit fondamental reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Donc, pourquoi aujourd'hui on a quand même un refus de légaliser l'accompagnement sexuel? Eh bien, parce que juridiquement, on a ce qu'on appelle le principe de non-marchandisation du corps humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas monnayer son corps. C'est pour ça que, par exemple, on voit que la gestation pour autrui est interdite en France, le fait de porter l'enfant d'autrui, c'est interdit en France. On ne peut pas monnayer le corps. Donc ça, c'est quand même une grosse barrière. Si un jour on voulait faire entrer l'accompagnement sexuel en France, il faudrait trouver un moyen de contourner cette barrière. Après, on a d'autres barrières qui sont plus discrètes, comme le disait Guillaume, le tabou, peut-être l'absence de considération, un sujet qui peut-être n'intéresse pas. Donc, on a peur aussi également des dérives, comme le disait Guillaume, la relation sentimentale qui peut se créer. Donc ça, c'est des cas hors cadre juridique. Et comme ça avait déjà été précisé, on a eu un avis CCNE qui a été rendu en 2012. Donc cet avis du Comité consultatif national d'éthique conclut que aujourd'hui l'accompagnement sexuel, c'est de la prostitution, ce qui est vrai, et il faut plutôt augmenter le lien social en fait des personnes en situation de handicap. Et donc pour conclure en termes de perspective d'évolution, on a ce nouvel avis CCNE que l'on attend, du coup, le CCNE a été saisi en février 2020, donc là, on devrait avoir la réponse prochainement. Et on verra si les choses ont évolué depuis 2012, sachant que sur le plan strictement juridique, il y a beaucoup de barrières qui demeurent et ça sera vraiment impératif d'avoir un cadre légal qui sera correctement établi. Et on a également eu une circulaire en 25 juin 2021, donc très récente, sur le droit à la vie affective des personnes handicapées et qui vise à lutter contre les violences physiques dans les instituts. Donc, cette circulaire que j'ai ici a été normalement communiquée aux instituts recevant des personnes en situation de handicap. Et en fait, on retrouve dedans une liste d'instructions, de démarches à réaliser quand on est face pour prévenir les violences, pour essayer d'établir le dialogue. Donc, à voir si déjà les instituts médicaux ont eu cette circulaire et quels seront les effets dans les instituts. Voilà. Bien, merci beaucoup Lorraine. Le cadre juridique est rappelé, donc on voit bien que nous sommes typiquement dans la démarche éthique, c'est-à-dire nous avons apporté ici et maintenant en France une réponse, mais ça peut changer. Vous avez cité l'exemple de l'avortement, par exemple, en 1976, ou des œstroprogestatifs oraux en 1967, hein, les lois de Méville-Teveil. C'est de dire qu'à un moment donné, on a une position et plus tard, on peut en avoir une autre. Mais c'est peut-être aussi possible ailleurs. Nous ne sommes qu'à 150 km de la Suisse, je parle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et de l'autre côté de la frontière, qu'on a du mal à repérer d'ailleurs, hein, le paysage est le même, mais les attitudes sont tout à fait différentes. Donc, merci de nous avoir rappelé le cadre légal. C'est pas simple de cheminer entre le risque de prostitution, de proxénétisme ou de proxénétisme aggravé, alors que le témoignage nous rappelle que, eh bien, il y a un besoin, une attente, et je dirais un savoir-faire, et j'ai découvert même des diplômes. Donc, on voit bien que finalement, le sexe dans notre société a été l'objet d'efforts de normativité, hein. Si on prend l'exemple de l'Église, il y a entre le Moyen Âge et la Renaissance, chaque jour de procréation était organisé par l'Église. Il y en avait un certain nombre, d'autres qui étaient totalement interdits, avec des sanctions qui pouvaient aller jusqu'à 40 jours de pain sec et d'eau pour ceux qui les avaient enfreints. Donc, c'est finalement évolutif. Alors, on a parlé de la séparation de l'Église et de l'État, en rappelant que l'État devait permettre, mais n'était pas chargé d'organiser. Pas facile non plus, hein, de garantir un droit tout en n'étant pas responsable de sa mise en œuvre. Donc, on est toujours dans ces tensions d'ordre éthique entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. À titre individuel, le droit est offert. À titre collectif, il n'est pas organisé. Donc, toutes ces questions sont compliquées et vous savez que nous avons un certain nombre de principes d'ordre éthique chaque fois qu'une question est difficile. Et nous convoquons, après le droit et les témoignages, la philosophie, qui est une autre façon d'éclairer la question. Élodie Camier-Lemoine est docteur en philosophie et a travaillé à notre demande ces questions.
Merci beaucoup. Merci à Guillaume et merci à Lorraine pour ces topos très intéressants et très éclairants sur un sujet que voilà, j'ai découvert, je connais depuis un certain temps dans le champ des questions éthiques, mais voilà, qui m'a été donné d'investiguer un peu plus précisément dans le cadre de cette conférence inaugurale. Alors, effectivement, je vous propose de clôturer, on va dire, ces propos introductifs avec des pistes de réflexion, ou en tout cas certaines idées, les premières un peu générales et les dernières un peu plus thématiques sur le sujet de ce soir, handicap et sexualité. La première idée, et finalement c'est apparu en filigrane tant dans le propos de Guillaume que celui de Lorraine, c'est que finalement aborder le thème du handicap et de la sexualité, c'est une façon d'aborder le thème général de la santé. C'est-à-dire ce qui la permet, ce qui la freine, ce qui la favorise, en tout cas, nous donne à y penser. Et il est fort à parier, en tout cas, je pense que c'est dans ce sens-là que Guillaume, vous avez témoigné aussi, que l'accès à la sexualité fait partie intégrante d'une réflexion sur la santé, ou en tout cas, ce qui pourrait apporter du bien-être. Et à ce titre, alors j'aimerais vous rappeler une définition que l'on connaît en général bien, parce qu'elle est mentionnée à bien des occasions. La définition de la bonne santé selon l'Organisation mondiale de la santé, qui a été proposée il y a déjà plusieurs années, qui nous rappelle que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et qu'elle ne consiste pas simplement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc une définition qui est fort large d'une certaine manière, et qui nous rappelle que la santé ne se réduit pas qu'à la seule santé du corps, et ne se réduit pas non plus qu'à la seule santé psychique ou mentale, mais laisse entrevoir une dimension sociale. Je pense que cette question de la sexualité, si elle peut être abordée autant d'un point de vue mental que physique, peut entrer aussi dans cette considération sociale de ce que serait la santé. Et à cet égard, l'Organisation mondiale de la santé travaille sur un certain nombre de thèmes, mais également sur la question de la sexualité en venant parler de santé sexuelle et en essayant finalement de comprendre, de réfléchir à ce que c'est et comment la favoriser le plus possible. D'ailleurs, sur leur site internet qui rappelle voilà, préambule de leur constitution, il est rappelé que l'OMS y travaille depuis déjà 1974, en rappelant certains principes, alors que j'aimerais vous livrer un peu tel quel pour voilà, agrémenter notre réflexion de ce soir. Je cite, la santé sexuelle est une question de bien-être et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie. Ça fait écho à la définition de la santé tout court. Deuxième chose, la santé sexuelle implique le respect, la sécurité et l'absence de discrimination et de violence. Voici une idée, je pense, importante et en bel écho à ce que vous avez déjà dit. La santé sexuelle est une question qui se pose tout au long de la vie, y compris pour les personnes en situation de vulnérabilité, y compris pour les personnes en situation de grand âge. Et la question de la santé sexuelle est fortement influencée par les normes, les rôles, les attentes. Et ça, je pense que ça fait véritablement écho à ce que vous avez dit, Guillaume, sur cette question du tabou, sur cette question de la sexualité comme sujet qui est aussi appréhendé par le prisme de la société, par le prisme de certaines représentations que l'on peut avoir, et donc d'une certaine normativité, comme cela a été réfléchi en amont avec François Chapuis. Donc finalement, toute la question, c'est de savoir comment on va accompagner cet effort en direction de la santé, et notamment de la santé sexuelle, pour les personnes en situation de handicap, pour lesquelles on peut penser dans les représentations, dans certaines représentations qu'on peut avoir, que finalement, elles n'auraient pas envie ou pas besoin de vie sexuelle. On voit bien que c'est pas le cas, et donc tout l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut y mettre en termes de réflexion. Alors, finalement, aborder ce sujet du handicap en lien avec la sexualité, c'est, comme vous l'avez bien pressenti, aborder une notion éthique, voire même philosophique fondamentale, qui est celle de la vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité, c'est une caractéristique de l'humain, de l'humanité. Tous les hommes, avec un grand H, se caractérisent par la vulnérabilité, c'est-à-dire la possibilité d'être blessé, d'être fragile, de ne pas aller bien à un moment donné. C'est quelque chose que nous avons toutes et tous en partage. Dans la question du handicap, cette vulnérabilité, elle est plus marquée, elle est plus attribuable même à la question de la fragilité d'une certaine manière, puisqu'il y a des fonctions, ou en tout cas des capacités qui ne fonctionneraient pas comme on pourrait l'attendre d'une certaine façon.
Donc finalement, la question du handicap d'un point de vue général, c'est une façon de penser la vulnérabilité et notre rapport à la vulnérabilité. Et ce qui est intéressant dans cette question de la sexualité, c'est que c'est presque une vulnérabilité dans la vulnérabilité. Comme on vous entend le dire, Guillaume, il y a des tabous, il y a des freins, il y a des choses qui ne sont pas légales en France. Et donc, c'est une façon de vulnérabiliser une personne qui l'est déjà, de par handicap physique ou psychique, d'une certaine façon. Donc, tout l'enjeu, c'est de savoir comment, voilà, on n'est pas dans cette double peine, d'une certaine façon, et comment on peut favoriser ce qu'on reconnaît bien qui compte pour la santé, c'est-à-dire la santé sexuelle. Et donc, en corollaire finalement de cette notion de vulnérabilité et de fragilité, une autre notion vient un peu naturellement, qui est la notion de dépendance, qui est un terme qu'on utilise pour parler notamment du handicap ou même du grand âge. Alors, à l'instar de la vulnérabilité, nous sommes toutes et tous dépendants. On a besoin des uns et des autres pour se nourrir, pour se loger, pour se chauffer. On a une dépendance dans la société. La société fonctionne ainsi, d'une certaine façon. La dépendance qui est inhérente, peut-être, ou en tout cas qui est attribuable au monde du handicap, elle est plus marquée parce que c'est une dépendance pour les actes de la vie quotidienne. Et donc, parler de handicap et de sexualité, c'est aussi parler de dépendance, mais d'une dépendance qu'il va falloir accompagner sur des choses peut-être qu'on ne maîtrise pas, sur des choses qui peuvent peut-être gêner, qui peuvent peut-être finalement être dessus. Et donc, c'est une fois encore un enjeu pour la question de l'accompagnement qui est pensée très souvent dans le domaine du soin. Alors, finalement, cette notion de handicap, je la trouve vraiment très intéressante pour la pensée, pour la réflexion, précisément parce qu'il y a un enjeu réflexif et éthique fort autour du handicap, c'est de savoir comment on peut définir le handicap. Et cela, dans les différentes littératures, les différents types de littérature qui existent autour du sujet, vous l'avez rappelé, il y a eu un effort fait, notamment dans la classification internationale du handicap, par le biais de l'OMS, qui a été révisée par ce qui s'appelle la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Et pourquoi je vous évoque ça? Eh bien parce qu'il y a un enjeu réflexif dans ce qui est proposé, qui est celui de savoir comment définit-on le handicap. Est-ce qu'on va mettre l'accent davantage sur l'aspect médical, fonctionnel, c'est-à-dire que le handicap se caractériserait parce que le corps, dans ses fonctions, n'est pas dans son potentiel le plus abouti, ou les capacités psychiques? Ou est-ce que le handicap, c'est davantage une dimension sociale, c'est-à-dire que ce qui serait un handicap, c'est plutôt peut-être le milieu, l'environnement, le contexte, qui n'est pas le plus adapté. C'est toutes les réflexions autour de l'inclusion. D'accord? Donc, c'est probablement un mélange des deux, et c'est bien ce à quoi on aboutit dans les différents textes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'une fois encore, pour la question du handicap, on retrouve ce questionnement-là. Qu'est-ce qui est rendu difficile dans l'accès à la santé sexuelle pour les personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est en raison de fonctions qui ne sont pas au maximum de la possibilité, finalement, donc une raison plus médicale, fonctionnelle, physiologique? Ou est-ce que c'est davantage une dimension sociale, c'est-à-dire que l'organisation, l'acceptation, la légalisation, qui sont des freins à tout cela? Alors, une fois encore, les deux réponses peuvent être les bonnes. Mais d'un point de vue éthique, et comme Lorraine l'a évoqué du point de vue du droit, ça pose la question du principe de justice, qui fait partie un petit peu de la grille de réflexion du principisme. Comment assurer une équité dans l'accès à la santé sexuelle et à la vie sexuelle pour les personnes en situation de handicap? Quand on sait justement que c'est une question qu'on s'approprie parfois un peu personnellement avec nos représentations, avec nos imaginaires. Donc déjà d'un point de vue général, je pense aussi aux personnes qui sont en institution et d'autres qui sont à domicile. Comment pouvons-nous et comment la société peut-elle participer de cette équité et de cette justice pour ce sujet-là? Alors, pour continuer et cheminer un peu vers la fin de mon propos, finalement, vous l'avez dit, à la fois Guillaume et à la fois Lorraine, la question de la sexualité dans le monde du handicap vient nous faire aborder une notion qui est une notion très intéressante et qui est la notion d'intimité. Alors, j'aimerais simplement commencer cette idée par en mentionnant une citation extraite de l'avis du CCNE que vous avez tour à tour cité. Je cite: « Comment la rencontre est-elle possible lorsque la liberté d'interagir est restreinte par un handicap mental et physique ?» C'est aussi une question de rencontre, d'une certaine façon. Et c'est vrai que l'intimité est au centre un petit peu de ce sujet-là, précisément parce que quand on parle de sexualité, on parle d'emblée d'intimité. Alors l'inverse n'est pas vrai. L'intimité n'est pas que la sexualité. L'intimité, c'est tout un tas de choses. C'est des idées personnelles qu'on peut avoir. C'est la vie affective que vous évoquiez tout à l'heure.
c'est beaucoup d'autres choses. Mais la sexualité, on peut être sûr que ça relève de l'intimité. Si on travaille très rapidement sur le terme d'intimité, ça vient du latin intimus intus, qui veut dire dedans. Donc quelque chose qui relèverait peut-être de l'intériorité, ou en tout cas quelque chose qui ne serait pas exposé au regard, quelque chose qui serait protégé d'une certaine façon. L'intimité vient dire cela. Et c'est vrai que d'emblée, on voit le défi que cela peut représenter pour les personnes en situation de handicap et donc en situation de dépendance, parce que cette intimité, elle va, eh bien finalement, pour exister, en tout cas sous la forme de la sexualité, devoir faire appel à un tiers, peut-être, ou en tout cas à une exposition qui n'est pas le cas pour d'autres personnes qui ne seraient pas en situation de handicap, finalement. Et ce qui relève du dedans, l'intimité, eh bien, doit en passer par le dehors, peut-être pour exister, c'est-à-dire que ce soit en institution, que ce soit par rapport aux exemples que vous avez évoqués avec les assistants sexuels ou d'autres types de moyens qu'on peut encore imaginer finalement aujourd'hui. Donc, c'est une vraie réflexion sur l'intimité, voilà, qui est intéressante déjà dans la sphère du handicap et de la dépendance. L'intimité dans les gestes de la vie quotidienne, c'est une question pour les professionnels de la santé, faire une toilette, recueillir certaines paroles aussi. Et là, la sexualité redouble cette question. Alors, pour terminer, j'aimerais effectivement faire écho à un autre principe éthique, comme tu l'as mentionné, qui est le principe finalement de l'autonomie et plus généralement de la liberté, précisément parce que ce sujet nous donne à penser aux soins à apporter à une personne qui est porteuse d'une identité et qui exprime une autonomie ou une liberté. Et finalement, la sexualité fait partie de tout cela. La sexualité fait partie de l'identité parce qu'elle vient s'inscrire dans une histoire et qu'elle caractérise la personne dans certains moments de sa vie. Et donc, c'est aussi parler d'identité de la personne que d'aborder ce sujet de la sexualité. Et de l'autonomie parce que, eh bien, d'une façon peut-être assez évidente, mais il faut quand même le rappeler, il est question de faire des choix, de pouvoir être entendu dans ses choix et aider dans ses choix quand justement la vulnérabilité est trop présente pour pouvoir être libre de ses mouvements d'une certaine façon. Et donc cela, c'est une façon de penser la question du soin finalement. Alors pas le soin seulement technique, ni même le soin médical ou soignant, c'est le soin au sens très large du terme. Comment pouvons-nous prendre soin des autres et notamment des plus vulnérables. Et c'est, si vous voulez, un regard sur le soin tel que notamment il est porté par Frédéric Worms, qui est un philosophe qui s'interroge sur la posture du soin dans la société. Et je trouve que cette question-là de la sexualité, eh bien, nous fait aborder le soin dans ce qu'il a de plus général. Comment pouvons-nous prendre soin les uns des autres? Et je terminerai finalement par une nuance, mais qui vous avez apporté l'un et l'autre, que la réflexion, bien évidemment, elle est difficilement généralisable quand on parle de handicap parce que ça dépend très probablement, alors tu l'as rappelé, de la personne en question, mais aussi du type de handicap. Si finalement, dans le handicap physique, c'est le rapport au corps qui est rendu difficile, dans le handicap psychique, c'est plutôt le rapport à la volonté qui peut être rendu difficile, notamment avec cette question du consentement. Comment peut-on être sûr de ce que veut la personne quand les capacités psychiques sont altérées par un handicap? Et donc là, ça pose des questions éthiques très fortes, notamment dans le domaine de l'institution. Comment peut-on être sûr que tout va bien d'une certaine façon et qu'il y a bien consentement et qu'une personne qui ne s'exprime pas, peut-être qu'elle a des choses à dire aussi. Donc, comment faire en sorte d'adapter l'accompagnement dans la diversité de tous ces handicaps et de toutes ces singularités liées aux personnes? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élodie. Vous voyez que très souvent, la parole philosophique est une façon d'apporter une réponse en posant une dizaine de nouvelles questions. C'est l'objet de l'échange que nous allons avoir. Alors, je rappelle les règles. Nous avons un peu plus de 30 minutes pour échanger. L'important